Il est 13h, bonjour à tous et merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. Les conseillers économiques et sociaux africains sont déterminés à faire des contributions pour trouver une solution au dérèglement climatique. Une délégation de l'Union des conseils économiques et sociaux africains, l'UCESA, a été reçue en audience par le vice-président de la République, Tiemokom Eliette-Kone. Présent à cette audience, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Eugène Akaoué. La 15e conférence des parties de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification s'est achevée hier vendredi. Plus de 7000 experts se sont réunis dans la capitale économique ivoirienne pour réfléchir aux solutions à apporter dans la lutte contre la désertification et la sécheresse. Les grands points abordés au cours de cette cérémonie de clôture dans cette édition. Le chef de l'État tchadien et président d'exercice du G5 Sahel, Mahamat Idriss Déby, exhorte le gouvernement malien à reconsidérer sa décision de sortie du G5 Sahel. Une exhortation adressée au Mali pour offrir une chance de succès aux efforts engagés visant à apporter une solution à ses préoccupations. Voilà pour l'essentiel. Bonjour à tous et merci de nous suivre. Présent à Abidjan dans le cadre d'un atelier international en rapport avec le changement climatique, une délégation de l'Union des conseils économiques et sociaux africains conduite par son président Ahmed Reda Chami, président du Conseil économique, social et environnemental du Maroc, a été reçu en audience par le vice-président de la République, Tiemokom Eliette-Kone. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Eugène Akaoué, a également pris part à cette audience. Jérôme Kofi Aboula. Ils sont tous des présidents de conseils économiques et sociaux dans leurs pays respectifs à être devant le vice-président de la République, Tiemokom Eliette-Kone, ce vendredi. Ces personnalités au sein d'une délégation de 4 membres sont du Maroc, du Niger, du Bénin et bien entendu de la Côte d'Ivoire et représentent l'Union des conseils économiques et sociaux africains, UCESA. C'est dans le cadre d'un atelier international à Abidjan sur le dérèglement climatique qu'elles ont été reçues par le vice-président ivoirien. On était très heureux d'être reçus par monsieur le vice-président et nous étions là en tant que UCESA, donc l'Union des conseils économiques et sociaux et organisations similaires d'Afrique. Nous sommes aujourd'hui à Abidjan parce qu'il y a un atelier sur le changement climatique extrêmement important. Ce qui est bien, c'est parce que ça se déroule concomitamment avec la COP 15. Nous avons conduit une étude dans plus de 16 pays africains, une étude de perception des changements climatiques vus par les citoyens africains. Et la bonne nouvelle, c'est qu'eux sont décidés à agir et ils pensent qu'ils peuvent agir avec les gouvernements pour avoir des politiques d'adaptation. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel de Côte d'Ivoire, Eugène Akaoué, a saisi l'occasion pour évoquer l'honneur qui est fait à son pays à travers cette session. La Côte d'Ivoire a été honorée d'accueillir ce premier atelier de l'UCESA parce que c'est le tout premier qui est organisé par l'UCESA. Et c'était donc en juin dernier, juste après ma nomination à la tête du CESA Côte d'Ivoire, que nous avions eu une rencontre importante à Rabat. Et à cette occasion, la Côte d'Ivoire, connue pour son hospitalité, a été retenue donc par le président du CESA pour accueillir cet atelier. L'UCESA, ou l'Union des conseils économiques et sociaux africains, regroupe environ 20 pays sur le continent. Atelier international de l'UCESA qui s'est ouvert dans le contexte de la COP 15. La COP 15 qui s'est achevée hier par une cérémonie de clôture. On en parle dans un instant. Et justement, ce qu'il faut savoir, c'est que la 15e conférence des parties des conventions des Nations Unies sur la lutte contre la désertification a refermé donc ses portes hier vendredi. Et pendant près de 2 semaines, plus de 7000 experts se sont réunis dans la capitale économique ivoirienne pour réfléchir aux solutions à apporter dans la lutte contre la désertification et la sécheresse. Environ 2,5 milliards de dollars, soit plus de 1,500 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour l'initiative d'Abidjan. C'est ce que nous dit Alexis Ouedraogo. Accélérer la restauration d'1 milliard d'hectares de terres dégradées d'ici 2030, renforcer la résilience face à la sécheresse, mais surtout améliorer l'implication des femmes dans la gestion des terres. Voici quelques recommandations de la COP 15 qui referme ses portes ce vendredi à Abidjan.
Élément clé de cette COP15, l'initiative d'Abidjan dénommée Abidjan Legacy Programme, qui permet d'apporter des réponses efficaces aux dégradations des sols. Un programme qui récolte au terme de cette rencontre près de 1500 milliards de francs CFA. Nos engagements communs sont bien connus. Il faut permettre aux forêts de préserver leur extraordinaire diversité et de délivrer tout le potentiel de leur service écosystémique unique. Il faut permettre aux milieux cultivés de mettre en œuvre une production agricole durable, bien mieux insérée dans les chaînes des valeurs mondiales. Il faut enfin permettre à ces zones forestières et agricoles, ainsi préservées et exploitées durablement, de jouer pleinement leur rôle social et économique inclusif. Pour la Côte d'Ivoire, la réussite de cet événement est un nouveau challenge relevé. Le pari et la réussite de l'organisation par la Côte d'Ivoire de la COP15 constituent en réalité un double symbole d'avenir. Il est d'abord celui de la renaissance de notre nation, après une décennie d'efforts inouïs menés sous le leadership de son Excellence le Président de la République et grâce à la mobilisation extraordinaire de tout un peuple. Le second symbole d'avenir, c'est celui qui incarne très concrètement cette COP15 pour notre nation. Elle est en effet le prolongement d'un engagement constant de notre pays depuis une décennie pour comprendre les enjeux de notre écosystème et rechercher des solutions efficaces et durables pour lutter contre la dégradation de nos sols et celle de notre couvert forestier. Notons que le ministre Alain Donwayi, élu président de la COP15, conduira l'initiative d'Abidjan sur une période de 2 ans. Il devra mettre les bouchées d'eau pour accélérer la lutte contre la désertification. Des éleveurs et des agriculteurs qui se disputent et se bagarrent régulièrement avec des incompréhensions qui, dans bien des cas, virent au drame. Ces scènes sont malheureusement fréquentes dans certaines parties du pays, notamment dans la zone nord, à Téini-Toubou, dans le Bounkhani par exemple. Le bétail des éleveurs, lorsqu'ils traversent les champs, cause énormément de dégâts et les dégâts causés sont à l'origine de ces conflits. Quelle solution donc pour une paix durable dans ces contrées? Comment concilier l'agriculture et l'élevage dans le même environnement? Un dossier de Amy Sissoko. Nord-est de la Côte d'Ivoire, région du Bounkhani, Téni, à près de 100 km de Bouna, la capitale régionale. C'est la saison des labours. Sepp, qui commence à peine à labourer son champ, est inquiet. Si le bébé est venu couper 3 fois, il a gâté. Il ne peut pas faire quelque chose encore. C'est fini ça. Les conflits éleveurs-agriculteurs sont récurrents dans le nord de la Côte d'Ivoire, zone d'élevage et de transit du bétail en provenance du Mali et du Burkina Faso vers des régions plus vertes. En cause, selon les éleveurs, l'occupation des prairies et des couloirs de transhumance. Avant, là, il y a place. Aujourd'hui, là, ils sont faits sans partout. Même cette année, tu as laissé tomber, tu as fait parc, tu as quitté parc, tu as changé parc. Là, il y a d'autres qui viennent faire, on dit quoi, champ là-bas. La notion de couloir de transhumance n'est pas maîtrisée par les éleveurs. Un peuple peut venir dans une localité, il demande qu'on lui accorde peut-être un endroit pour créer une petite hutte quelque part. Et ces animaux sont en brousse, souvent à 1 km du village. Ils paient les droits pour nourrir les animaux en question. Parce que bon, on prive quand même, il faudrait qu'on le dise, hein, les paysans de leurs terres. Ibrahim Palé est le président des éleveurs de Téni. C'est bien souvent qu'il rencontre les membres de la communauté Peul, ses propriétaires traditionnels de bétail. Avec eux, il aborde leurs préoccupations. Elles sont pour l'essentiel liées à l'insuffisance des pâturages. La population a augmenté. Aujourd'hui aussi dans notre zone, nos frères de l'autre côté, que ce soit du Burkina, tout le monde est rentré là. En plus aussi, tous ceux qui sont venus, c'est des agriculteurs qui cherchent de la nourriture. Donc les champs ont augmenté, c'est ce qui a fait qu'il n'y a plus de pâturage. La rareté des pâturages, beaucoup l'expliquent dans la zone par l'occupation des couloirs de transhumance qui, elles, découlent de la vente des terres à tout venant par les autochtones. Les éleveurs nous accusent d'avoir cultivé sur le passage des bœufs et nous accusent pour rien. Depuis que je suis ici, on ne m'a jamais montré un lieu où les bœufs doivent passer pour aller boire de l'eau au barrage. Si ce n'est pas que derrière le village. Accusés de vendre les terres, sans tenir compte des couloirs de transhumance, les populations villageoises s'en défendent. Ici, à Toubor, le chef de terre nie cette accusation.
Chez nous ici, on ne vend pas de parcelles. Celui qui vient travailler, on lui donne, il travaille. Il ne doit pas s'aimer en accord dedans. Pourquoi? S'il s'aime en accord dedans, ça va envoyer conflit un jour. Si tu veux récupérer, il ne va pas vouloir. Une autre source de conflit entre éleveurs et agriculteurs, l'accès à l'eau. À la recherche donc de ce précieux liquide qui doit être de bonne qualité pour éviter de rendre le troupeau malade, il arrive aux bouviers de parcourir de longues distances. Cette traversée est souvent émaillée de conflits, souvent suscités par la destruction des champs par le bétail. Ici, là, ce n'est pas les routes, c'est nos champs. Ça a couru bas-fond. Actuellement, il n'y a pas de l'eau, il n'y a rien. C'est sec, souka en bas là-bas. Mais le bœuf, là, toujours, il passe là. À la diminution du foncier rural se greffe le changement climatique. Le nord de la Côte d'Ivoire, une zone chaude, connaît en effet la sécheresse, visible avec l'assèchement de plusieurs cours d'eau. À Toubon, ce barrage dont la surface rétrécie est le seul où les troupeaux s'abreuvent. Ils ont fait ce barrage, je pense que vers 80. C'était un petit barrage, mais avec le nombre d'effectifs, les gars qui sont là aujourd'hui, peut t'arriver ça. Quand tu vas là-bas, ce n'est pas les bœufs seulement qui boivent. À certains moments, même les parents, même nous-mêmes, on boit, parce qu'on a problème d'eau. Mais on ne parle plus à faire d'eau, puisque le château, ils sont en train de faire. Si Dieu le veut, ça va aller. C'est le changement de climat qui a envoyé tout ça. Sinon, à l'époque, quand on avait ces rivières-là, on avait ces fleuves-là qui ne séchaient pas, il n'y avait pas tous ces conflits. Maintenir un climat de paix dans cette zone est une préoccupation permanente. Dans le Bunkani, les populations, pour ne pas en rajouter à leur situation, choisissent de régler leurs différends à l'amiable. Quand on va sur le site de qu'il n'y a pas à entendre, on se dirige vers le sous-préfet qui fait le constat et puis on dédommage le propriétaire des champs. Le sous-préfet, quand il ne peut plus, donne ça à la justice, ça veut dire à la gendarmerie. Bon, la gendarmerie, ils font leurs enquêtes, mais eux, ils ne vous fixent pas un quota. Voilà, ils vous renvoient à la justice, à Bouna. Bon, là-bas, c'est le dernier recours. Arrivé là-bas, ce qu'on vous a donné comme maman, c'est obligé que vous payez. Le député de la circonscription des Téni, Togo et Gogo, Omar Ouattara, a quelques solutions. Les éleveurs, s'ils sont sédentarisés, forcément, ils sont des voisins, ils sont devenus maintenant des personnes qui vivent dans les mêmes surfaces. Donc, des solutions seront trouvées. Il y a aussi le fait qu'il y a des zones de pâturage qui sont en train d'être déterminées. Il y a Fiki où il y a vraiment une parfaite collaboration entre l'élevage et l'agriculture. En matière de résolution des conflits éleveurs-agriculteurs, le village de Fiki, à 10 km de Téni, est un bel exemple. Une zone de 868 hectares est dédiée exclusivement au pâturage. Tout le bétail du village y est convoyé. Il y reste du début des travaux champêtres jusqu'à la fin des récoltes. Depuis qu'on a cette solution, on sait qu'actuellement à Fiki et peut-être les zones qui sont à côté de Fiki, il y a la cohésion sociale parce que depuis ce temps, entre agriculteurs et éleveurs, vraiment, on communique. Pour une gestion satisfaisante du foncier agro-pastoral, le gouvernement a adopté en Conseil des ministres du mercredi 9 septembre 2015 un projet de loi. Il vise une solution satisfaisante et durable de la question de la cohabitation conflictuelle entre agriculteurs et éleveurs, notamment dans les régions du nord et du centre du pays. Le gouvernement entendait ainsi favoriser une cohabitation paisible entre agriculteurs et éleveurs à travers une meilleure maîtrise de la mobilité des animaux et une grande intégration des activités agricoles et pastorales. 3 grands événements importants se tiendront dans le mois de juin à Abidjan. La 8e édition du sommet annuel de l'Africa Youth Forum 2022, les 13 et 14 juin 2022, le groupe consultatif du plan national de développement PND 2021-2025, les 14 et 15 juin prochains, et le Business Forum Afrique de l'Ouest, Union européenne, les 16 et 17 juin 2022. Le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire a été exhorté par la ministre des Affaires étrangères de l'intégration africaine de la diaspora, Kandia Kamisoko Kamara, à s'approprier ces événements, en invitant des délégations de leur pays à prendre part à différents forums. C'était au cours d'une rencontre que la ministre Kamisoko Kamara a eue avec le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire à l'auditorium de la primature. Laure Goretti, Alexis Ouedraogo. Abidjan bouge. Pour juin 2022, la capitale économique ivoirienne accueille de grandes rencontres internationales. Du 13 au 17 juin, 3 forums. La 8e édition du sommet annuel de l'Africa CEO Forum 2022 les 13 et 14 juin.
Le groupe consultatif du Plan national de développement PND 2021-2025 le 15 juin et le Business Forum Afrique de l'Ouest Union européenne les 16 et 17 juin. Pour une participation optimale des pays, une rencontre a eu lieu ce jeudi entre corps diplomatiques, représentants des organisations internationales et ministères d'État, ministère des Affaires étrangères. Le Business Forum va permettre aux entreprises d'avoir un certain nombre d'informations sur, le potentiel de développement de la région, sur les secteurs les plus prometteurs et sur aussi des secteurs sur lesquels l'Union européenne a une très forte compétence et qui sont des secteurs qui vont émerger dans nos pays. L'Africa Forum revient en force cette année à Abidjan pour être cette plateforme de haut niveau pour les États africains, pour les entreprises africaines, pour les multinationales, pour les partenaires bilatéraux, pour les principales institutions financières qui sont actives sur le continent africain. La Côte d'Ivoire a élaboré le 3e plan national de développement 2021-2025, bien entendu en cohérence avec l'étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2040 et le plan stratégique Côte d'Ivoire 2030. Le besoin de financement qui se dégage donc de ce cadrage est de l'ordre de 9 400 milliards, environ 17 milliards de dollars. D'où l'importance pour nous d'organiser le groupe consultatif. La ministre d'État exhorte les ambassadeurs à inviter gouvernements et secteurs privés de leur pays à prendre part à ces événements. Ces rencontres seront l'occasion pour les opérateurs économiques et les milieux d'affaires venus du monde entier d'explorer les possibilités de réaliser des partenariats gagnant-gagnant. Je voudrais donc vous inviter à encourager les acteurs du secteur privé de vos pays respectifs à participer massivement à ces événements qui leur permettront très certainement, par la qualité des relations nouées, de jouer pleinement leur rôle de moteur du développement et de la croissance du continent africain. Ces moments permettront surtout aux entreprises locales et étrangères de nouer des partenariats gagnant-gagnant. La ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, qui séjourne en France en ce moment, a une rencontre avec les partenaires financiers à Paris, des décideurs membres du Conseil français des investisseurs en Afrique, des responsables de l'Agence française de développement et du Mouvement des entreprises de France, le MEDEF. Ces partenaires financiers de la Côte d'Ivoire confirment leur participation active au groupe consultatif pour le financement du PND 2021-2025, prévu se tenir le 15 juin prochain à Abidjan. Lanciné Bakayoko. Au Conseil français des investisseurs en Afrique, SIAN, à l'Agence française de développement AFD, tout comme au siège du Mouvement des entreprises de France, MEDEF, Nialé Kaba a plaidé pour une mobilisation accrue des bailleurs de fonds dans la recherche des ressources nécessaires au financement du PND 2021-2025. Le plan national de développement 2021-2025, c'est 59 000 milliards, on va dire à peu près 100 milliards de dollars. Ces 59 000 milliards, nous attendons un financement à hauteur de 26% du secteur privé, mais dire que sur les 26% du secteur privé, nous avons déjà quelques financements qui sont engagés et nous cherchons 15 milliards d'euros. Donc nous sommes venus solliciter leur accompagnement, aussi bien leur accompagnement en termes d'investissement, mais également en termes de mobilisation, parce que comme vous le savez, la France a toujours été un partenaire stratégique pour la Côte d'Ivoire et nous l'espérons inversement. Tous ces partenaires au développement sont attendus à la réunion du groupe consultatif prévue le 15 juin prochain à Abidjan. Les financiers français ont exprimé au ministre du Plan et du Développement la confiance placée dans les réformes entreprises par le gouvernement. La Côte d'Ivoire, c'est un pays majeur. C'est un pays qui est important en tant que tel, mais qui est également important pour les effets d'entraînement qu'il peut avoir dans la sous-région au bénéfice des pays limitrophes. Donc effectivement, c'est aussi comme ça que l'on regarde la Côte d'Ivoire, comme un moteur pour lui-même, mais aussi pour sa sous-région. Le réseau a surtout assuré de l'engagement des investisseurs à profiter des énormes opportunités offertes par la dynamique de croissance et l'ambition de transformation structurelle de l'économie ivoirienne.
Architecture institutionnelle de la Troisième République de Côte d'Ivoire. C'est le nom d'un livre portant sur les institutions de la République de Côte d'Ivoire. Ce livre est désormais disponible. Il a été présenté et distribué aux professionnels des médias et aux blogueurs. On y retrouve la liste des institutions, leurs missions, adresses et positions géographiques. Ouvrage mis à disposition par le ministère auprès du président de la République en charge des relations avec les institutions de la République. Laure Goretti, Sidonie Davila. Le ministère auprès du président de la République en charge des relations avec les institutions de la République met à disposition un ouvrage sur les institutions de la République dénommé Architecture institutionnelle de la Troisième République de la Côte d'Ivoire. Ce manuel comporte la liste des institutions, leurs missions, adresses et positions géographiques. L'ouvrage a été présenté et distribué aux professionnels des médias et aux blogueurs. Que serait un citoyen qui ne connaît pas son État? Les institutions de la République, ce sont les valeurs de l'État. Il est important d'en faire une communication. Et non seulement une communication, mais de construire l'Ivoirien nouveau à partir des institutions de la République. Cet ouvrage est un outil utile qui facilite la compréhension du cercle de la gouvernance politique et l'actualité des institutions, selon Issoufou Koulibaly, représentant du ministre chargé des relations avec les institutions, Gilbert Kafana Koné. La formation et l'information doivent être continues, puisque les institutions s'adaptent. En 2016, nous avons eu la Troisième République avec les nouvelles institutions qui sont créées. Il est important que ces nouvelles institutions qui sont venues compléter l'armature institutionnelle de la République de Côte d'Ivoire soit connue du grand public. Voilà pourquoi ce manuel a été fait. Et les personnes les mieux outillées, les mieux adaptées, les personnes les plus idoines pour le faire, ce sont les médias. Ce manuel, gratuit de 215 pages, a été présenté officiellement en septembre dernier. Un programme de présentation et de distribution a été établi aux groupes socio-professionnels, institutionnels et des structures de jeunesse. Le gouvernement ivoirien bénéficie de l'appui financier de l'Union européenne et de l'appui technique de l'UNICEF pour mettre en place un système efficient de recueil de l'information en nutrition. La cartographie multisectorielle des intervenants et des interventions en matière de nutrition en Côte d'Ivoire a été lancée au cours d'une cérémonie. À suivre le reportage de Didier Nguessan. La problématique de la malnutrition est devenue une préoccupation mondiale. En Côte d'Ivoire, malgré une tendance à la baisse de la malnutrition chronique, 29,8% en 2012 et 21,6% en 2016, la situation demeure encore une préoccupation. La manifestation la plus élogieuse de l'engagement de l'État s'est traduite par la mise en place d'un cadre multisectoriel à travers la création du Conseil national pour la nutrition, devenu depuis 2019 le Conseil national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance. D'où la mise en place d'une cartographie qui vise, entre autres, à identifier les principaux acteurs impliqués dans les interventions de nutrition et de développement de la petite enfance. La cartographie est un outil de planification, mais également un outil de suivi qui va nous aider donc à identifier les acteurs qui travaillent à améliorer la situation nutritionnelle en Côte d'Ivoire. Mais où est-ce qu'ils travaillent? Comment est-ce qu'ils travaillent? Sur quelle cible ils travaillent? Et puis à la fin, nous aurons une cartographie, nous aurons donc une vue globale de l'ensemble des intervenants. Et puis on verra où est-ce que les cibles prioritaires sont localisées, où est-ce que nos actions doivent s'intensifier. Essentiellement, la digitalisation ou la cartographie des interventions liées aux actions est très importante. Du coup, il est très important de pouvoir avoir un outil fiable qui permet de collecter toutes ces informations afin de faire une très bonne analyse. Face à cette situation, les pays se sont engagés à travers l'adhésion du mouvement Scaling-up Nutrition à accroître les investissements en vue de relever le niveau des indicateurs. Je demande aux différents partenaires, aux différents enquêteurs, vraiment de suivre vraiment cette formation qui va être faite, que les données vraiment, les collectes des données qui vont remonter soient vraiment assez fiables. Il y a pratiquement 60 jours sur lesquels les gens seront sur le terrain. Nous attendons effectivement qu'un travail correct sorte en matière de cartographie pour la nutrition à travers les interventions, les intervenants, et que ce soit en conformité avec la politique de développement de notre pays.
Par ailleurs, la revue du Programme national de nutrition 2016-2020 a mis en évidence une insuffisance des ressources financières et une faible coordination dans la mise en œuvre des activités dues en partie à une absence de synergie et de mutualisation des efforts dans la lutte. À suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré hier vendredi à 20 mai 2022 10 nouveaux cas de Covid-19 sur 756 échantillons prélevés, soit 1,3% de cas positifs, 9 guéris et 0 décès. À la date du 20 mai 2022, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 82 044 cas confirmés, dont 81 213 personnes guéries, 799 décès et 32 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 513 792. Le 19 mai 2022, 13 765 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 12 729 475 doses du 1er mars 2021 au 19 mai 2022. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 12 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19, rappelons-le, est gratuite et volontaire. Toujours dans le domaine de la santé, avez-vous déjà entendu parler de la méthode kangourou mise en place en 1978 dans un hôpital de Bogota en Colombie? La méthode kangourou, appelée encore méthode de la mère kangourou, est une manière assez spéciale d'apporter des soins aux enfants prématurés ou qui naissent avec un très petit poids. Elle consiste à s'assurer que le nouveau-né reste en contact par la peau avec sa mère 24 heures sur 24 jusqu'à ce que sa santé ou son poids soit l'équivalent de celui d'un bébé né à terme. Une cérémonie de sensibilisation à la méthode kangourou a été justement initiée dans la commune de Treichville par la Fondation Mofettet à l'occasion de la Journée internationale des soins kangourous célébrée le 15 mai de chaque année. Patricia Omouitia. Lorsque Mélissa a donné naissance à des quadruplés en juillet 2021, venus au monde sans complications, les quadruplés pesaient entre 900 et 1 kg. Aujourd'hui, à 10 mois, les quadruplés pèsent entre 7 kg et 10 kg grâce à la méthode kangourou. La méthode kangourou qui nous a beaucoup aidés. Grâce à cette méthode, aujourd'hui, mes enfants sont heureux. Comme Ouattara, elles sont nombreuses à utiliser la méthode kangourou qui réduit la mortalité du nourrisson grâce aux soins et aux conseils du personnel de l'unité mère kangourou du service de pédiatrie ici au CHU de Treichville. La méthode kangourou consiste à porter l'enfant qui est né à moins de 2,5 kg en peau à peau auprès de sa maman de préférence, sinon une personne qui est disponible, qui est en bonne santé, et pour transmettre, pour pouvoir maintenir l'enfant au chaud et surtout pouvoir lui donner de l'affection. Depuis l'ouverture de l'unité 2019, nous sommes à près de 350 petits poids de naissance que nous avons reçus. Le 15 mai de chaque année, la Journée internationale de sensibilisation à la méthode kangourou est célébrée dans le monde entier. À l'occasion de cette journée, la Fondation Mofettet a initié cette rencontre pour encourager et soutenir les familles de bébés hospitalisés à l'unité de soins mère kangourou. On voyait des bébés prématurés abandonnés. Ils étaient très vulnérables. Il fallait s'occuper d'eux. Ils sont très sensibles et tout. Donc c'est comme ça qu'on a opté. Avec nos recherches, nous avons vu qu'avec la méthode kangourou, l'enfant survivait. Il y avait moins de mortalité infantile au niveau des bébés prématurés. C'est comme ça que nous avons choisi de vulgariser la méthode kangourou. Aujourd'hui, la présidente de la Fondation Mofettet s'emploie à vulgariser la méthode kangourou dans le district d'Abidjan avec la collaboration du ministère de la Santé. La 75e Assemblée mondiale de la santé se tient du 22 au 28 mai à Genève en Suisse. La Côte d'Ivoire est représentée à 6 assises de l'Organisation mondiale de la santé par le ministre de la Santé Pierre Ngudamba. Cette 75e Assemblée mondiale sera dominée par l'élection du nouveau directeur général de l'OMS à Genève. Pour suivre cet événement, Victorine Yaoyoboué. Santé pour la paix et paix pour la santé, c'est le thème général sur lequel vont débattre les 193 délégations des États membres de l'Organisation mondiale de la santé ici à Genève. Ce thème de la 75e Assemblée mondiale de la santé, qui est l'organe de décision suprême de l'OMS, pour montrer que l'accès équitable aux soins de santé peut contribuer à la maintenance de la paix dans le monde, tout comme l'absence de paix, une réelle menace pour la santé mondiale.
De ces assises du 22 au 28 mai prochain vont sortir les nouvelles orientations pour les politiques sanitaires mondiales d'ici à 2030. Outre la pandémie à Covid-19 qui cristallise toutes les attentions, la mobilisation des ressources humaines pour la prise en charge sanitaire, les stratégies mondiales du secteur de la santé contre le VIH, l'hépatite virale, les infections sexuellement transmissibles, le diagnostic et le traitement des cancers, du diabète et des maladies cardiovasculaires, le renforcement de la lutte anti-tabac, ainsi qu'un autre fléau que la Côte d'Ivoire voudrait bien voir inscrit sur la liste des priorités de santé publique, à savoir l'usage nocif de l'alcool. Autant de préoccupations des États membres qui attendent le nouveau directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, qui sera connu à l'issue des travaux auxquels va prendre part le ministre ivoirien de la Santé, Pierre Ngudimba. Et en sport, en football, Jean-Louis Gasset, l'ex-entraîneur de Saint-Étienne et des Girondins de Bordeaux, a été désigné nouveau sélectionneur de l'équipe A de football de Côte d'Ivoire. Il aura pour adjoint l'ex-international ivoirien Emers Faé, annonce faite donc hier vendredi par Idriss Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football. Et dans l'actualité internationale, le chef de l'État tchadien et président en exercice du G5 Sahel, Mahamat Idriss Déby, a exhorté le gouvernement malien à reconsidérer sa décision de sortie du G5 Sahel. Une exhortation adressée au Mali pour offrir une chance de succès aux efforts engagés visant à apporter une solution à ses préoccupations à travers la tenue imminente d'une conférence des chefs d'État et de gouvernement dans le pays. Pour la suite à donner à la décision du Mali, la présidence du G5 Sahel indique communiquer dans les tout prochains jours les résultats des consultations avec les chefs d'État. Voilà qui marque donc la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.